La tension est montée d'un cran ce week-end sur le continent américain. Coutumier des discours enflammés, le président vénézuélien Nicolás Maduro a tenu à alerter son peuple d'un danger imminent selon lui. Le gouvernement des États-Unis a décidé d'envoyer la CIA au Venezuela. Vous avez vu les informations ? Ils ont autorisé la CIA à mener des opérations contre le Venezuela. La raison de la colère du président vénézuélien, Donald Trump, qui a déclaré ne pas exclure une intervention terrestre au Venezuela. Le New York Times soutient que l'administration américaine serait même prête à aller plus loin. Des responsables américains ont clairement indiqué, en privé, que l'objectif final était de chasser M. Maduro du pouvoir. Une escalade qui intervient alors que les États-Unis ont classé les cartels de drogue comme organisation terroriste cet été. Depuis, l'interventionnisme américain en Amérique latine se renforce. 8 navires de guerre, un sous-marin nucléaire et des milliers de militaires ont été dépêchés dans les Caraïbes. À ce jour, 7 frappes américaines ont fait 32 morts, parmi lesquels un pêcheur colombien, de quoi susciter l'ire du président Gustavo Petro. J'appelle le monde à nous aider. Auparavant, j'appelais le monde à aider la Palestine. Maintenant, je l'appelle à nous aider. Les conseillers de Donald Trump veulent nous attaquer. Ce sont des mafieux. Et Trump les croit. Des opérations assumées par Donald Trump qui se réserve le droit de les poursuivre. Il a aussi menacé d'augmenter les tarifs douaniers et de stopper les aides américaines à destination de la Colombie. Every boat that we knock out, we save 25,000 American lives. And you can see it. The boats get hit and you see that fentanyl all over the ocean. Alors, pourquoi cet interventionnisme grandissant des États-Unis dans la région ? Derrière ces opérations anti-drogue mises en scène, les États-Unis ne cherchent-ils pas à accéder à certaines ressources naturelles comme le pétrole, le cuivre ou encore le lithium ? Assiste-t-on au retour de l'impérialisme américain en Amérique latine ? 2-3 invités pour ce débat. Florian Louis, bonsoir, historien des relations internationales. Vous êtes membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent. Dernier essai, 1904, genèse du XXe siècle, aux presses universitaires de France. Selon vous, l'Amérique latine a toujours été et restera toujours l'arrière-cour des États-Unis, notamment à cause du déséquilibre de puissance entre les deux pôles. À côté de vous, Luis Regada, bonsoir, journaliste au quotidien L'Humanité, responsable de l'Amérique latine. Vous avez publié hier un article intitulé « Donald Trump ou le retour de la doctrine Monroe ». Selon vous, les États-Unis ont mis en place tout un dispositif pour faire tomber le président du Venezuela, le fameux Maduro. Donald Trump n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Et à côté de vous, Laurence Nardon, bonsoir, docteur en sciences politiques, responsable du programme America Free. Votre ouvrage « Géopolitique de la puissance américaine » est paru chez Humain 6. Selon vous, le but de Donald Trump n'est pas de s'emparer du pétrole au Venezuela, mais d'empêcher la Chine de mettre l'Amérique du Sud sous sa coupe. Et on démarre le débat avec la doctrine Monroe. Oui, du jour que vous venez de mentionner, cette doctrine du nom de l'ancien président américain James Monroe, qu'il avait édicté en 1823 lors d'un message annuel au Congrès. Il y condamnait toute intervention des Européens dans les affaires des Amériques, comme il disait, c'est-à-dire de l'Alaska à la Terre de Feu. Premier pas historique, dit-on, considérant que l'Amérique latine comme une forme de précaré des États-Unis, et d'où ce dessin qu'on va voir d'un oncle Sam impérialiste ou expansionniste. L'Amérique latine, Florian Louis, elle est redevenue, vous diriez, l'arrière-cour des États-Unis aujourd'hui ? Elle est géographiquement. Alors c'est très intéressant le dessin que vous montrez parce qu'il pourrait être mal compris, surtout aujourd'hui. Ce que dit la doctrine Monroe, c'est nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes les grands frères, les protecteurs du continent américain. Et donc, alors là d'ailleurs, je vois que vous avez mis 1905. Alors je ne sais pas si beaucoup c'est la doctrine, le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe qui coûte de 1904. C'est la date du dessin. C'est la date du dessin, pardon. Voilà, ce que je ne comprenais pas, parce que la doctrine Monroe, c'est au début du 19e bien avant, siècle. Donc, excusez-moi, mais le bâton, là, c'est le fameux big stick, il est tourné plutôt vers les Européens et pas vers la les pays Sainte-Alliance, latine. la fameuse Sainte-Alliance. En disant, attention, si vous voulez revenir, pour ceux qui n'y sont plus, c'est-à-dire à l'époque, il reste quelques colonies européennes, mais plus beaucoup, attention, les États-Unis vous en empêcheront, parce qu'effectivement, désormais, l'Amérique latine, le continent américain, c'est notre chasse gardée. Mais donc là, c'est une Amérique qui se posait, non sans arrière-pensée, en protectrice, en amie. Donc c'est tout le contraire de ce à quoi on a affaire aujourd'hui, où on a un Donald Trump qui tend effectivement lui aussi un big stick, un gros bâton, sous la forme de Saint-Marine, mais cette fois-ci contre les latino-américains. Donc on est bien plus dans ce qu'on a appelé justement le corollaire Roosevelt, je n'aurai pas le temps de détailler ici, mais une doctrine plus agressive à l'égard, plus intrusive, plus ingérente à l'égard du continent américain, que dans la doctrine Monroe
Monroe originel qui se voulait, en tout cas dans l'esprit, fraternel et amical. Ouais, Luis Ricardo, en même temps, Trump ne se voulait pas le gendarme du monde, comme il disait, voilà, qu'il intervient au nom, il faut le dire, du narcotrafic. Voilà, c'est le prétexte qui est avancé aujourd'hui. C'est un prétexte ou c'est une cause véritable pour justifier tout de même ces 30 morts dans des frappes dans les eaux internationales? Alors, il est totalement vrai que le narcotrafic est une question qui est gravissime sur le continent et que l'Amérique latine a une grande part de responsabilité à ce sujet. Dans l'exportation, dans la production, notamment de cocaïne ou aujourd'hui de méthamphétamine. Exactement. Mais bon, si les États-Unis voulaient vraiment s'attaquer à ce problème, ils commenceraient peut-être par développer des politiques de santé publique chez eux, à s'attaquer, bon, non pas aux cartels, on ne peut pas parler de cartels pour les États-Unis, mais il y a quand même des gangs qui distribuent, ce ne sont pas les cartels mexicains qui distribuent sur le territoire des États-Unis. Et peut-être le point très très important, notamment pour le Mexique, si on a des cartels si puissants au Mexique, c'est notamment parce qu'ils peuvent compter sur des armes lourdes, des armes de guerre. Ces 500 000 armes lourdes qui transitent illégalement du nord au sud chaque année. C'est toute une économie, il y a plus de dizaines de milliers de points de vente le long de la frontière, mais on sait qu'aux États-Unis, il y a un lobby très, très important. Sur les armes. Et que, bon, voilà, donc ces différents points qui permettraient, pour commencer à faire le ménage chez lui, s'il voulait s'attaquer à ce point. Et bon, pour le reste, c'est un prétexte, mais on aura le temps de développer plus. Mais alors, juste pour revenir, Laurence Tardon, sur ces frappes dans les eaux internationales, est-ce que c'est légal ou il y a un doute sur leur justification, sur la légalité? Alors, dans la mesure où ça frappe des civils qui ne sont pas en train de commettre un acte directement dangereux, c'est considéré comme illégal par le droit international. Donc, voilà. Mais... Et il parle de narco-terrorisme en même temps pour justifier ça. Parce qu'en fait... Voilà, il y a un nouveau néologisme dans son nouveau vocabulaire qu'il utilise. Je crois que ce terme existe déjà. En réalité, quand on parle de la politique des États-Unis sur la drogue, ça date de 1971. La War on Drugs, la guerre contre la drogue, a été lancée en 1971 par Nixon, et elle n'a pas cessé depuis, et la situation n'a pas complètement, ne s'est pas du tout améliorée, au contraire. Et donc, on peut penser que ce qui se passe avec Trump aujourd'hui n'est qu'un nouvel épisode, alors avec des nouvelles méthodes, puisque maintenant il frappe des navires vénézuéliens ou colombiens ou autres dans les Caraïbes. Donc, l'efficacité de cette guerre contre la drogue pose problème depuis plus de 50 ans. En tous les cas, l'administration américaine, elle assume totalement ce recours à la force. Écoutez le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Look, our main focus is obviously to blow up these boats that have narcotics on them, and we're extremely confident that when we take out one of these boats, it's a boat that would have really terrible poison that would kill tens of thousands of Americans. But we're certain these guys are narco-terrorists. What happens to them, I don't really care so long as they're not bringing poison into our country. Florian Louis, cette stratégie est quand même toute nouvelle. On nous aurait pu avoir recours aux États-Unis aux gardes-côtes pour interpeller. Ce n'est plus le cas. On va beaucoup plus loin. Effectivement, là, Trump est un peu devenu le pirate des Caraïbes, celui qui, comme un pirate, justement, totalement illégalement, ordonne en tout cas des attaques contre des navires qui sont peut-être, mais à vrai dire, il n'en apporte aucune preuve. Alors, on doit lui faire confiance, mais peut-on lui faire confiance? Je ne sais pas. Mais vous diriez qu'il est en guerre contre ces pays aujourd'hui, même s'il ne veut non, pas il n'est pas en guerre contre ces pays, mais il pourrait le devenir, puisque le président Petro de la Colombie accuse, et là encore, je n'ai pas les preuves pour retrancher, mais qu'une de ces frappes aurait eu lieu dans les eaux territoriales colombiennes. Donc là, pour le coup, c'est un acte de guerre que de commettre un acte de guerre dans le territoire. Un pêcheur aurait été tué. Et qui pouvait tuer un pêcheur. Donc effectivement, là, on entre dans des actes de guerre. Donc il faut effectivement distinguer, je pense, la rhétorique. La guerre à la drogue, même en France, je pense que des hommes politiques ont employé cette expression. Et les actes, et nous, et les faits. Et ce qui est important, c'est les faits. Et de fait, il y a des actes de guerre qui sont commis, qui pourraient effectivement dégénérer, même si... Par définition, on va dire la force militaire des États-Unis et le déséquilibre vis-à-vis de la Colombie fait que, évidemment, en face, on est quand même attentif à, verbalement, certes, répondre, mais sans doute à être prudent quand même sur les actes. Mais précisément, à propos des anathèmes et de la rhétorique, Donald Trump vient d'accuser le président colombien d'être un baron de la drogue. Alors, ça donne l'impression qu'il va suivre le même chemin
pour s'en prendre à la Colombie que ce qui avait été déjà fait jusqu'à maintenant pour le Venezuela. Mais c'est très intéressant de parler justement de narcoterrorisme, comme vous le pointiez, et même de guerre, parce qu'une des premières choses qu'il a faites en arrivant, en revenant, en se réinstallant derrière le bureau ovale, c'est justement de déclarer ces cartels, non pas seulement des narcotrafiquants, mais de créer un lien juridique entre cartel et terrorisme. Donc il crée ce terme de narcoterrorisme. Et à partir du moment où on n'a plus seulement affaire à des cartels de la drogue, mais à des narcoterroristes, ça ouvre tout un éventail d'outils juridiques et autres pour intervenir. Ensuite, il y a eu le déploiement militaire, mais on viendra après sur ça, ça a déjà été mentionné dans la vidéo. Et après avoir fait ce premier pas de déclarer une situation d'affrontement contre des cartels qui seraient des narcoterroristes, il autorise par décret le Pentagone à agir sur le continent, donc à agir militairement. Et ensuite, il pose un cadre juridique pour justifier des frappes militaires. Donc, parler de guerre, c'est pas innocent. Laurent Tardon, est-ce qu'il veut aller jusqu'à renverser Maduro et Petro Alors ça, c'est vraiment très intéressant sur la politique étrangère de Trump. Oui. Depuis son premier mandat, on a vu plusieurs moments dans la politique étrangère de Trump. Donc, premier mandat, il était plutôt en retrait, il ne voulait pas se mêler des affaires du monde, ramener les boys à la maison, que les États-Unis ne soient plus le gendarme du monde, et surtout pas faire de changement de régime, qui est donc ce qu'on voit peut-être se dessiner aujourd'hui. Et là, dans son deuxième mandat, on voit d'une part un président qui s'est affirmé, c'était en janvier, comme très prédateur. Rappelez-vous, le Groenland, le Canada, le Panama, etc. Donc les tarifs douaniers, enfin voilà, qui veut à nouveau faire vivre une sorte d'impérialisme américain. Et puis, dans un troisième temps, on a vu, donc là, plutôt ces derniers mois, ces dernières semaines, un président qui se remet à faire de la diplomatie. Donc là, on ne parle pas uniquement de l'Amérique latine, mais de l'Ukraine ou de Gaza, etc. Donc un président qui se laisse attirer à nouveau dans la politique internationale. Et cette histoire de changement de régime participe de cette évolution de Trump. On se dit que peut-être qu'il est séduit par les conseillers autour de lui qui lui disent « Monsieur le Président, vous êtes le plus fort, vous pourriez certainement réussir. » Vous pourriez changer la donne. Selon le New York Times, la CIA aurait reçu le feu vert de la Maison-Blanche pour neutraliser, c'est entre guillemets, Maduro, donc l'autocrate vénézuélien. Trump n'a pas démenti. Est-ce que c'est envisageable? On va voir la réponse, qui est une réponse tartuffienne, si je puis dire. Avec Trump, j'ai envie de dire, tout est envisageable et je ne me risquerais pas devant une caméra à dire ce n'est pas envisageable. Simplement, ce qui est envisageable, c'est que cette fuite, comme souvent les fuites, elles soient organisées, donc que le but, ce soit surtout d'inspirer une forme de crainte, pas forcément chez Maduro lui-même, mais voilà, là, on est, je pense, plus dans une guerre de communication, parce que si le président des États-Unis décidait vraiment... Il ne le dira pas. Voilà, il ne va pas le dire, il va le faire. Donc, le fait qu'on nous le dise, c'est pour nous faire parler, nous aussi, et je pense que, voilà, il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait besoin de ça. Éliminer Maduro, ça éliminerait pas le régime au demeurant. Donc, je pense que si vraiment il veut faire tomber le régime, il faut s'y prendre autrement et qu'ils ont d'autres plans. Vous regardez, vous disiez en préparant cette émission qu'un missile sur le palais de Maduro n'est pas exclu, rien n'est à exclure pour vous. Alors, ce qui est intéressant pour revenir sur la CIA, c'est qu'effectivement, le fait de le rendre public, c'est une façon de faire monter la pression. Le Venezuela, rappelons que c'est un pays qui est dans la mire des États-Unis depuis 25 ans maintenant, depuis l'avènement de la révolution bolivarienne, qui est porté au début par Hugo Chavez, qui est un projet qui cherche à s'émanciper de la tutelle états-unienne et reprendre notamment la main sur les ressources naturelles du pays. Dès 2002, la CIA avait agi... avait participé au coup d'État subi par Hugo Chavez, qui n'avait pas fonctionné jusqu'au bout, mais ça avait été prouvé. Donc, ce n'est pas nouveau que la CIA intervienne en Amérique latine, et tout particulièrement au Venezuela. Là, effectivement, le fait de le rendre public, ça fait monter la pression. Tout le dispositif est prêt pour, s'il le désirait... Quelles sont les preuves que le dispositif soit prêt? Vous avez des preuves? Alors, le cadre juridique est posé. Les armées sont déployées au large du Venezuela. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Est-ce que c'est vraiment jusque-là qu'il veut aller? Laurence Tardon n'a pas l'air d'accord. Non, je veux juste dire que au contraire, que les militaires américains et les agences de renseignement ont des plans prêts pour toutes les situations, celle-là et d'autres, tout le temps. Donc tout est prêt éventuellement. Donc tout est prêt éventuellement. Et alors, à propos de ces tentatives de destitution de coup d'État, une archive pour rappeler qu'effectivement, quand elles étaient ourdies par la CIA en Amérique latine, eh bien, elles ont une longue histoire. Cuba, le Chili et plus récemment, le Panama en 89.
À bout d'arguments, parce que toutes les autres options ont été épuisées, George Bush a choisi l'intervention militaire pour chasser du pouvoir ce petit général qui, depuis 2 ans, nargue Washington. Manuel Antonio Noriega était devenu un homme bien encombrant. Après avoir été l'ami des États-Unis, il travaillait pour la CIA dans les années 60. L'an dernier, le petit dictateur était inculpé pour trafic de drogue par 2 tribunaux américains. Rien ne semblait l'atteindre, ni les sanctions économiques imposées par Ronald Reagan, ni les coups d'État 2 en 2 ans dont il sera chaque fois victorieux. Laurence Nardon, c'est vrai, quand on voit ça, on pensait que c'était une époque révolue. Mais là, en même temps, on voit que les choses, en effet, se préparent même du côté vénézuélien, puisque le président vénézuélien a mobilisé ses troupes citoyennes, comme il dit, et son armée. Donc des 2 côtés, on se prépare. Oui, après, est-ce que c'est une escalade verbale et avec des démonstrations de force pour dissuader l'adversaire? On va le voir dans les semaines qui viennent, ça c'est sûr. Il y a des experts indépendants de l'ONU qui ont dit que les menaces et actions secrètes américaines violent la souveraineté du Venezuela et sont une escalade extrêmement dangereuse, Florent Louis. Donc on voit quand même qu'au plus haut niveau, il y a une alerte. Oui, objectivement, de toute façon, des services secrets, que ce soit américains ou autres, ils violent la souveraineté d'un État. Et effectivement, de fait, tenir des propos comme ceux que tient Trump depuis quelque temps et même depuis toujours, ça déstabilise l'ordre international. Maintenant, sur ce qu'on vient de voir, je pense qu'il faut aussi rappeler que toutes les sociétés du monde entier, mais a fortiori d'Amérique latine, sont aussi des sociétés clivées. Il faut rappeler que tous ces coups d'État dont on vient de parler, ce n'est pas la CIA toute seule qui décide ou la Maison-Blanche, en s'appuyant toujours sur des opposants qui viennent souvent solliciter. On se souvient par exemple la baie des Cochons à Cuba, qui a finalement le débarquement, qui a échoué. Donc il faut bien voir évidemment qu'il y a aussi des jeux, mais c'est pas anodin qu'aujourd'hui Marco Rubio, pour la première fois, on a un secrétaire d'État qui est d'origine cubaine, qui a donc évidemment une certaine... Cubain mais anticastriste. À la fois, évidemment, sinon il ne serait pas exilé, donc à la fois contre Castro, mais contre tous les pays, du coup, qui incarnent cette ligne bolivarienne, comme on dirait. Donc voilà, l'affaire est complexe et ce n'est pas seulement le président des États-Unis tout seul qui dit je vais renverser un régime. Parce que renverser un régime, c'est bien, mais il faut un plan après. Donc il faut un homme, entre guillemets, ou une femme, sur laquelle s'appuyer. Il faut des gens sur le terrain. Il ne suffit pas d'envoyer un missile sur le palais pour que ce régime s'effondre. En même temps, Louis Segada, est-ce que ça, c'est pas un coup de pression qui peut marcher sur, notamment par exemple le président colombien? Il y a un accord qui est en train de se faire avec les États-Unis pour qu'il y ait plus de pression sur le narcotrafic quelque part, et que ces présidents d'Amérique latine soient plus efficaces dans la lutte contre la drogue. Je ne sais pas, parce que le narcotrafic a toujours servi de prétexte pour les États-Unis, mais aussi ça a été un levier pour développer ces stratégies de guerre contre la drogue. Et la Colombie, qui a été la plateforme, le meilleur allié des États-Unis sur le sous-continent pendant très longtemps. Il y a eu le plan Colombie, ensuite il y a eu le plan Mérida, qui était l'équivalent pour le Mexique, qui était de la coopération militaire, sécuritaire, sous le prétexte de la lutte contre la drogue, mais qui ne cherchait pas à le résoudre, parce que ça ouvrait les portes aux renseignements américains. Et donc, mettre fin à la drogue, au final, est-ce que ça convient réellement aux États-Unis? On peut se le demander. Et vous disiez qu'on pouvait se demander si, en voyant ces images, on pouvait se demander si c'était une époque révolue. Si on demande aux Latino-Américains, pour eux, ça n'a jamais changé. Les États-Unis ont toujours été impérialistes. Vous n'êtes pas d'accord sur le prétexte, je crois, quand même, Laurence Nardon. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un impérialisme américain qui n'a jamais vraiment cessé et qui revient en force aujourd'hui, ça c'est absolument évident. Mais je ne suis pas sûre pour autant que la drogue soit un prétexte, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même un problème monstrueux. Alors là, on parle de cocaïne et de meth venant d'Amérique latine. Le vrai sujet pour la drogue aujourd'hui aux États-Unis, c'est plutôt le fentanyl, on en a parlé. D'ailleurs plutôt de Chine. 75 millions de pilules de fentanyl consommées qui vient plutôt de Chine que d'Amérique latine. Par le Nord, par le Canada. Oui, et par colis postal, on peut se commander. Voilà, donc je ne crois pas que les États-Unis, par cynisme, soient aveugles à ce problème de drogue chez eux. Vous évoquez la Chine, on va précisément en parler pour comprendre s'il n'y a pas derrière ces actions et cette escalade verbale et militaire quelque chose qui reviendrait à contrer l'influence de la Chine en Amérique du Sud. Anna. 500 milliards de dollars, c'est le montant record des échanges commerciaux entre la Chine et l'Amérique latine en 2024, ce qui fait de la Chine le deuxième partenaire commercial de la région après les États-Unis. Ce n'est donc pas étonnant que Pékin soigne ses relations avec le continent sud-américain, et plus encore depuis l'augmentation des tarifs douaniers de Trump. Les représentants des 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, on va les voir, ont été conviés au mois de mai à Pékin pour parler business et en sous-texte pour lutter contre l'hégémonie américaine.
En réalité, ça fait déjà plus de 10 ans que Pékin accroît tranquillement mais sûrement son influence grâce notamment à ses nouvelles routes de la soie. Xi Jinping a d'ailleurs inauguré l'année dernière, un an jour pour jour presque, une des pièces maîtresses de ce grand projet, le mégaport de Chancay au Pérou, entièrement financé et contrôlé par la Chine, ce qui lui permet d'exporter sur le continent en 25 jours contre 35 auparavant ses voitures et ses produits manufacturiers et qui permet à l'inverse au Pérou d'exporter son cuivre. Alors aujourd'hui, il y a 20 pays sud-américains qui ont adhéré à ces nouvelles routes de la soie, dont le Brésil et la Colombie. Ça déplaît fortement à Donald Trump qui, lui, met régulièrement la pression aux uns et aux autres pour choisir leur camp, Chine ou États-Unis. Et puis enfin, la Chine reste le principal importateur de pétrole vénézuélien, une monnaie d'échange qui permet au Venezuela de rembourser le prêt octroyé par la Chine et d'empêcher dans le même temps que son économie ne s'effondre. Florian Louis, est-ce que vous pensez que, justement, Trump essaye de faire main basse sur le pétrole vénézuélien ou à l'inverse, qu'il essaye de stopper l'influence de la Chine sur le continent sud-américain? Alors si je devais trancher, ce qui n'est pas forcément tout à fait incompatible, mais je dirais plutôt vers la deuxième option, mais Trump, en fait, dans tout ce que vous venez de décrire, joue le rôle d'un pompier pyromane, c'est-à-dire qu'il a des politiques incendiaires, des propos incendiaires, notamment ceux qu'on vient de voir, sur des agressions et des actes d'agression contre des pays latino-américains, mais aussi les droits de douane. Donc en fait, il jette un certain nombre de pays, et pas qu'en Amérique latine, dans les bras de la Chine, puisqu'il leur dit « vous n'avez plus le droit de commercer avec nous ». Et puis après, il vient et dit « vous commercez avec la Chine, c'est très mal, je vais m'attaquer à vous ». Donc évidemment que là, il y a une contradiction politique qui est très problématique. Mais pour revenir à votre question initiale, bon, bien sûr que personne, et pas Trump non plus, ne crache sur les ressources en lithium de l'Amérique latine ou en pétrole du Venezuela. Mais les États-Unis eux-mêmes ont quand même un immense territoire, ont immensément de ressources. Et du pétrole. Et du pétrole. Donc je ne pense pas que ce soit ça qui motive prioritairement leur politique, même s'il est clair qu'en fait, peut-être le but n'est pas tant de s'approprier ces ressources que d'empêcher que d'autres, en l'occurrence la Chine, ne le fassent. Laurence Nardon, vous souscrivez à l'analyse? Oui, tout à fait. Empêcher que d'autres le fassent main basse? Oui, ce qui va être assez compliqué, parce qu'en réalité, la Chine a énormément de moyens qu'elle déverse sur les pays d'Amérique latine. C'est pareil en Afrique, d'ailleurs. Et c'est pas forcément à l'avantage des pays, parce qu'en fait, ils se retrouvent assez rapidement, je pense au Paraguay notamment, qui se retrouvent assez rapidement en coupe réglée vis-à-vis de la Chine, parce qu'ils ont emprunté, ils doivent maintenant rembourser. Et la Chine exige l'accès aux ressources, notamment dans la forêt amazonienne, de ces pays. Et donc, les pays d'Amérique latine se retrouvent pieds et poings liés face aux exigences chinoises. Alors, je ne dis pas que l'impérialisme américain est nécessairement meilleur, mais enfin, c'est une situation très compliquée pour tous ces pays. Vous serez regardé, en tous les cas, il n'y a pas vraiment de consensus, d'harmonie, de solidarité entre ces pays d'Amérique latine face aux États-Unis, face à Donald Trump. On le voit, il y a des pays qui lui sont complètement proches, comme bien évidemment l'Argentine de Milei. L'Argentine de Milei, le Salvador de Nayib Bukele, l'Équateur avec Daniel Noboa qui essaye de modifier la Constitution pour faire revenir des bases américaines sur son territoire. Effectivement, on voit bien que l'Amérique latine est divisée par rapport à cet alignement sur les États-Unis. On voit bien effectivement que l'Amérique latine est un échiquier sur lequel s'affrontent les deux grandes puissances. Mais la différence, c'est peut-être sur la façon d'agir. Eh bien, écoutez, merci. Ce sera la conclusion de ce débat. Merci d'être venus et de nous avoir éclairés tous les trois.